Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. On est le 16 décembre 2016 et aujourd'hui on va parler de Rogue One 2. A Star Wars Story, sorti le 14 décembre 2016. Et aujourd'hui je reçois Antoine. Bonsoir. Bonsoir, moi je suis un peu confus, c'était pas en fait un épisode de Rendez-vous à table aujourd'hui ? Si, on fait, c'est le plat Rogue One. Voilà. Est-ce que tu as bien aimé les accompagnements Ouais, c'était bon, copieux, voilà. Et Arnaud, par Skype, bonjour. Bonjour. Parce que c'est le jour chez lui. Ouais, c'est le jour chez lui et il fait nuit chez nous puisque tout le monde connaît le décalage horaire. On en a parlé énormément hors antenne. Du décalage horaire Toulouse-Paris. Avant d'attaquer, on va parler des derniers trailers que je vous ai fait subir. Donc le premier c'est Collateral Beauty et comme je viens de supprimer le lien YouTube, comment il s'appelle en français? J'ai oublié. Beauté cachée. Beauté cachée. Donc un film, le dernier film avec Will Smith. Quand même un casting de fou parce qu'il y a Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Kate Winslet et Helen Mirren. Donc c'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Je trouve qu'il y a beaucoup de dominos dans cette bande-annonce. Puis ça a l'air un peu mielleux, quoi. Un peu à l'eau de rose, tu vois. En fait, le truc, c'est que tu vois que c'est le film qui est marketé pour Noël parce que ça rappelle énormément La vie est belle de Frank Capra, qui est le film qui passe tous les Noëls à la télé aux États-Unis et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui perd goût à la vie et il y a un ange qui vient lui rendre visite sur Terre pour lui montrer ce que serait la vie s'il n'avait pas existé, tu vois. Donc il y a un petit côté ça rappelle l'esprit Noël. Donc je sens tout de suite le produit marketing, le Will Smith pour chialer un petit peu à Noël. Ouais. Et alors surtout que après pour le concept, c'est que en gros il a perdu son enfant. Et il écrit des lettres à des concepts comme le temps, l'amour, ou à des émotions, des trucs comme ça. Et en fait, ces émotions-là sont personnifiées et elles viennent lui parler. C'est ça que dit la bande-annonce. J'ai l'impression que c'est un vice-versa. C'est un vice-versa pour les adultes, en fait. Genre un vice-versa, mais... Ouais, ou alors c'est écrit en cursif. C'est genre... quelque part, va consulter. Ça va mal. D'ailleurs, dans les mêmes tons, il y avait un film avec Adam Sandler et Chris Rock. Je sais pas si vous l'aviez vu, qui était un film pas mal. Je vais essayer de trouver le nom de ce film. Mais en fait, en gros, tu apprends petit à petit pendant le film que c'est un des rares drames que Adam Sandler a pu faire. Et je trouve que c'était beaucoup plus subtil d'ailleurs, même dans la bande-annonce, que ce film-là. Mais en fait, j'en ai marre dans les films des personnages qui s'auto-analysent, tu sais. Quand ils parlent, on dirait que c'est un discours d'un psychologue, tu sais. C'est j'ai perdu goût à la vie parce que j'ai reçu une baffe quand j'étais petit et en fait ça a fait boule de neige dans ma tête. On dirait que c'est que ça, cette bande-annonce. Toutes les phrases que disent les personnages, c'est de l'analyse de caractère comme ça. C'est... Vous irez voir, ça s'appelle Reign Over Me et je me suis trompé de noir puisque c'est pas de Chris Rock mais c'est Don Cheadle. C'est pas raciste, c'est juste que Adam Sandler est un pote de Chris Rock et qui joue souvent avec lui. Ah mais je crois qu'il y a peut-être Chris Rock aussi dans le film. Bref. Parce qu'Areski est également fan de Chris Rock. Et vous verrez qu'il est très bien noté sur IMDb. Moi-même, je l'avais bien noté. C'est fou comme ils adorent avoir un truc bankable pour une période, en fait. Et ces gens, ils se disent pas, on va faire un film parce on veut dire quelque chose, tu sais. Ouais, non, on veut faire un film pour que ça marche bien ce mois-là de 2016. Tu vois, ils font quoi à Pâques en général? C'est quoi comme type de film qui sortent? C'est que des films avec des lapins. Des lapins. 10 lapins et du chocolat, c'est Charlie Chocolaterie. Ok. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ok. Et le second film. Non, parce que Roger Rabbit c'était à Noël, je crois, non? Genre t'étais né en 80 et quelques. Je sais pas. Bref, le second film, Rock'n'Roll 2 et avec Guillaume Canet. Et ça pour le coup, je vous avoue que moi ça m'a plutôt plu, même si... La bande-annonce m'a fait envie. Ouais, ça m'a fait penser à une sorte de platane en film, mais comment dirais-je,
parce que le concept de prendre sa vie de star, entre guillemets, en second degré, c'est maintenant devenu un peu mainstream, donc c'est le moment où ça arrive en film, en long métrage, mais ça peut être drôle quand même. Oui, ça peut être pas mal. Après, tu peux pas t'empêcher de te demander si Guillaume Canet, quelque part, en ce moment, il a genre 0 proposition, qu'il est obligé de se faire son propre film et de dire genre, hé les gars, je suis un peu là. Mais après, ça a l'air d'être fait avec humour. Oh, c'est un réalisateur depuis longtemps, hein. C'est pas le premier film Non, qu'il bien fait. sûr. Non, mais là, dans le thème, c'est un peu ça, quoi. Mais après, c'est rigolo. Enfin, moi, ça me donne envie d'aller le voir. Ouais, c'est clair. Bon, avec ce qu'il faut de guest, guest stars, justement, que ce soit sa femme ou Yvan Attal, etc. Donc ça peut être sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé, Arnaud? Le louche. Je sais pas trop. Moi aussi j'aime Platane, je sais pas. Parce qu'en fait, ce qu'on risque, c'est soit le mec surfe sur le... Voilà, ce qui a déjà été fait à la télévision, de manière mijaurée, donc ça va pas être super drôle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, peut-être que les meilleures blagues sont dans la bande-annonce, et là, c'est horrible, par contre. C'est chiant. Et... ou alors il se dit non, je vais totalement embrasser le concept. Parce que le concept, c'est... en tout cas, le thème abordé, c'est je me fais trop vieux pour être une star du cinéma français, en fait. C'est ça le truc. Donc ça peut être aussi intéressant si c'est bien mené. Après, de manière générale, moi, Guillaume Canet, en tant que réalisateur, j'avoue que je suis Ah oui, fan. non, bien sûr, c'était lui, hein, déjà, ne le dit à personne il avait réalisé ce film, je crois. Absolument. Et, ouais, c'était très, Absolument. très bien. Bon, après, Après, il y a eu les petits mouchoirs, quand même. Bon, c'est un peu égaré, mais depuis, voilà. Il y a eu Blood Ties aussi qui était un peu raté. Oui, en fait, il y a le ne le dit à personne. Genre le gars, je suis trop fan, mais j'aime bien un de ses films. Ouais. Non, mais parce qu'on aime bien ce mec, en fait. Quelque part, c'est notre pote. On se voit bien boire des shots avec lui de tequila un soir. Tu vois? C'est comme ça que tu sais si tu veux aller voir un film, c'est ça? Ouais. Non, mais moi, j'avais parlé de lui récemment dans Le siège de Jadotville, là. On en avait parlé dans l'épisode en anglais là, avec Jean-Yves. Bon, bon, après, là, c'est pas forcément un grand rôle qu'il avait, mais... non, son humour, sa réalisation, un truc à dire sur lui? Pas particulièrement. Genre c'est fade. En fait pour toi c'est du tofu, Guillaume Canet, c'est ça? Le gars comme il dit rien, il dit rien parce que là il y a un contrat, il va peut-être écrire un truc pour lui. Okay, il peut rien dire. Bon, très bien. Ok, on va passer. Le gars il dit rien encore, c'est que c'est vrai. On va passer au film du jour. Le drapeau de l'Empire flotte dans toute la galaxie. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Si c'est vraiment ça que tu fais, je veux participer. C'est l'occasion pour nous d'inverser le cours des choses. Vous êtes avec moi? Jusqu'au bout. Rogue One, Star Wars Story, sorti le 14 décembre 2016, de Gareth Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Riz Ahmed, etc. Excusez-moi, on rigole parce qu'on a dû refaire cette petite prise parce qu'on avait déjà spoilé. Donc on va essayer de pas le faire. Ne serait-ce que la présentation du film, s'il vous plaît. Merci. Merci de ne pas me donner trop de boulot en post-prod après. Voilà, premier film qui n'est pas réellement inclus dans la saga Star Wars, puisqu'il est censé être considéré comme un one-shot et il ne fait pas partie on va dire, de la famille Skywalker et donc juste depuis quelques années. Juste pour dire, ce film en fait il est tiré d'une phrase de la première trilogie, et la phrase étant où on entend la chef de la résistance, Mon Mothma, qui dit nous avons obtenu les plans de l'étoile noire, post-dramatique, des gens sont morts pour obtenir ces plans. Voilà.
Pas vraiment, parce que tu sais, c'était beaucoup. C'était, genre, je sais pas si c'est la même phrase dont tu parles. C'est beaucoup de botanes sont morts pour savoir cette information. C'était celle-là ou pas? Elle disait Je sais Botan pas si elle l'a dit deux fois. Elle a dit. Non, parce disait qu'en fait, Botan. parce que elle a parlé de ça, mais c'était pour la seconde étoile de la mort. C'est je sais vrai pas s'il en avait parlé. Ouais. Ah putain, j'ai confondu. Je suis désolé. Ok. C'était pas pour celle-ci. Ok, Mais bon, ok. Mais dans l'idée, quoi, sous-entendu- on va dire. Ouais, dans l'idée générale, comment est-ce que la rébellion a eu les plans de l'étoile noire? Alors, même si c'est le premier spin-off, c'est vrai qu'on ne se sort pas de cette putain d'étoile noire. Bon, espérons que le prochain... Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, s'il y avait beaucoup de reproches à faire au set, c'était notamment arrêter avec des étoiles destructrices. Là, au moins, bon... C'était pas une étoile de la mort, hein, dans le set. C'était une planète de la mort. Oui, une... ouais. Genre, il c'était moins gros, mais il plus joue puissant. sur les mots un peu les mecs. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rogue One Star Wars Story? Juste un petit truc pour dire, en fait, depuis que j'ai vu ce film, j'ai regardé quelques critiques sur internet et entendu quelques avis et je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être devenu l'oncle grincheux qui vient critiquer Noël, en fait. C'est J'ai pas aimé le film, j'espère qu'on va en parler et j'espère que tu vas me faire partager ce qui toi t'a plu, Areski, dans le film. On est là pour ça, mais c'est bien, c'est intéressant d'avoir plusieurs avis. Il y a eu tant de bonnes critiques que ça, je t'avoue que j'ai pas trop regardé les critiques. Hein. J'ai un peu regardé, elles sont globalement positives quand même. Ouais. D'accord, alors oui, forcément, moi ça me paraît évident, parce que vraiment, moi je l'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que la première chose qui m'est venue à la fin du premier visionnage, c'était que pour moi, il rivalisait même avec le 5 qui est connu pour être le meilleur des Star Wars, l'Empire contre-attaque. Je l'ai même mis du coup sur la page Facebook. Revisionnage qui certes lui fait perdre, on va dire, un miam sur les 6 miams sur 5 que j'avais mis. Antoine, dis-nous ce que t'as aimé, voilà, ce film, qu'est-ce que t'en penses, parce que tu viens juste de le voir. Ouais, j'en sors. On n'en a pas parlé, je ne sais chaud. pas. Ouais. Déjà, en comparaison avec le 7, il est génial. Parce que le 7, c'est juste un accident industriel, c'est horrible. Je suis désolé, c'est affreux. Donc voilà, après, moi, j'ai passé un bon moment. Je me suis un petit peu ennuyé au début sur l'introduction, sur la mise en place. Ouais. J'ai trouvé ça un petit peu long, j'ai trouvé ça... En fait, je trouve qu'au bout d'un moment, il manque un peu d'imagination. Comme d'habitude, on commence dans une ferme hydroponique, sur une planète un peu paumée, avec un mec qu'on a eu du mal à localiser, etc., etc. Alors après, il fallait qu'ils mettent en place des choses, mais je trouve que c'était un petit peu long, un petit peu rébarbatif. Une fois ceci réalisé, je trouve que le film est chouette. On se laisse porter par l'intrigue. On stresse pas trop, mais bon, on se dit quand même il y a tel truc. Et surtout moi, ce que j'ai apprécié, c'est de voir l'effort réalisé pour que tout coïncide avec A New Hope, donc 4e volet de la silogie, de la saga, jusqu'au petit bouton complètement rétro des années 70 pour activer des trucs, etc. Voilà, moi c'est bête, mais ça m'a bien plu, j'ai bien aimé ça. Ouais, je trouve que ils amènent bien les choses et puis voilà, après à la fin on peut plonger dans la suite sereinement sans qu'il y ait de discordance ou de choses qui soient pas cohérents. Donc moi je trouve que c'est réussi. Après de là à dire que c'est aussi bien que l'Empire contre-attaque, je suis pas d'accord parce que Okay. Voilà, mais c'est peut-être un truc de vieux fan aussi, de gamin, quoi, voilà. Non, mais après, chacun... Alors, moi, pourquoi je l'ai trouvé bon, c'est que déjà, je l'ai trouvé à la fois moderne, parce qu'ils ont réussi à nous faire découvrir certaines petites choses, et en même temps, ça tombait dans... ça tirait un petit peu sur la nostalgie, parce qu'effectivement, ça faisait la parfaite liaison entre la prélogie, qui était un peu en mode conte... enfantin, tu vois, à la trilogie originelle qui était un peu plus obscure, un peu plus dark et un peu plus rebelle, c'est le cas de le dire, ou révolutionnaire, tu vois, même si c'était un peu idyllique, mais
Là, dès le début, on te met une espèce de petit réalisme et des dialogues, par exemple, dans les premières scènes avec euh, le personnage qui est joué par Ben Mendelsohn et Mads Mikkelsen, qui sont rarement entendus dans d'autres Star Wars, en fait. T'as l'impression vraiment, ok, on est dans l'univers Star Wars, mais on a zoomé sur une possible réalité, tu vois. C'est une histoire Star Wars. Et ouais, c'est Story, ça. enfin, Et on est pour un peu moi, en parallèle. je pense qu'il était temps que ça arrive, effectivement, parce que bon, je vais pas faire spécialement le parallèle avec le Star Wars 7, parce que pour moi, c'est vraiment de la merde, et donc, quand tu te compares à de la merde, ça sert à rien, parce que t'es toujours meilleur, mais bon, voilà. Oui, mais on était resté dessus quand même. Enfin, Ouais, c'est vrai que je pense qu'il malheureusement. était temps que ça arrive, et qu'on en avait tous dit, je pense que les fans encore plus, ils voulaient avoir un film de Quentin Tarantino dans l'univers Star Wars, par exemple, tu vois, ils voulaient une approche Quelque chose de différente. solide, Voilà. ouais. Après, le film en lui-même, je trouvais que c'était... l'intrigue, elle est assez linéaire, si tu veux. Donc voilà, ça se suit effectivement. On va de planète en planète, on sait plus ou moins où on va aller, mais elle est assez complexe dans le pourquoi on va faire ceci ou cela, pour bien faire penser à ces films d'infiltration commando à la 12 salopards, ou tu vois, De l'or pour les braves, où t'as l'impression que c'est un peu... tu vois, c'est un peu plus sale que d'habitude. En fait, le film paraît tout aussi précipité que comme l'équipe s'est formée. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu un agencement de toutes pièces. Il y a ce mec qu'on voit là, ce mec qui... Et en fait, t'as pas le temps de prendre un petit peu ta place avec ces personnages, ce qui est peut-être aussi le seul bémol que j'aurais à donner à ce niveau-là. J'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, dans sa structure, j'étais totalement dedans, et à chaque fois, il y avait en fait cette envie de découverte de qu'est-ce qui va se passer après, que j'avais pas forcément, parce que dans le set, c'est vrai que même si c'était soi-disant des planètes différentes, là, c'était la même chose. Et justement, dans celui-là, je trouvais que il y avait de nouveaux endroits avec des feelings différents. Par exemple, il y a une ville un petit peu avec un sentiment de Jérusalem où des gens croient encore en la religion qui est la force, etc. Il y a des mondes sous les tropiques en mode Vietnam, et il y a des choses comme ça où je ressens des choses différentes que j'avais jamais ressenties justement dans des Star Wars. Tu vois, il y a au moins cet effort on crée des trucs que Lucas a toujours eu, lui. Parce que voilà, même si on reproche souvent des trucs à la prélogie, c'est qu'au moins lui, il avait les balls de dire non, mais moi je vous invente Naboo, je vous invente des trucs, tu vois. Non, mais c'est réussi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, si on bascule sur la critique me concernant, je trouve que parfois les ficelles sont un petit peu grosses. Ouais. Après, tu vois, moi un film, j'ai pas besoin d'un truc. Alors oui, tu vois, c'était pas ultra réfléchi, et pourtant c'était quand je dis que c'est complexe, c'est pas complexe à comprendre, hein, c'est juste que c'est complexe dans le sens où il y a plusieurs plusieurs justement fils à tirer pour savoir où aller, quoi faire, en tout cas pour les personnages, pour les protagonistes. Après, de manière générale, je trouvais que c'était un bon casting. J'avoue que je suis quand même fan des castings de Star Wars, parce que tu vois, c'est des gens pas trop connus, pas trop beaux non plus. On en parlait, je sais plus pour quel film récemment. Ah bah justement, dans War Dogs, il y avait Anna Darmas qui jouait la femme de Miles Teller. On se disait, elle est trop belle. Bien pour lui. Ouais. Et c'était bizarre, genre ça te sort du film, t'as l'impression que c'est juste des mannequins. Deux mentions spéciales, moi c'est pour le droïde. Trop bien. K2SO, qui est joué par Alan Tudyk, qui est un mec qui joue dans pas mal de productions de Joss Whedon, et il est vraiment trop marrant, ce gars. C'est genre Dark C3PO, quoi. Ouais. Ils font partie de la même famille, hein. Ils ont un O à la fin. Sauf que lui c'est un guerrier, quoi. Parce que ouais, voilà. 3PO c'est... Et ouais, c'est la version militaire du droïde de protocole. Et surtout, moi, Ben Mendelsohn, même si mon regret, c'est que en fait, il est sous-utilisé dans ce film, mais je crois que c'est parce que il rentre... En fait, là où il est super, Ben Mendelsohn, c'est quand il est menaçant, comme dans cette fameuse première scène du film. Et le problème, c'est que, de fait, il est dans une hiérarchie dans l'Empire qui fait qu'il a surtout affaire à des gens qui sont supérieurs à lui.
Et donc, il y a pas ce truc, mais je le trouve vraiment Ouais, il génial, est quoi. bon, Enfin, c'est les deux gars qui volent pas mal les scènes, quoi, quand ils sont dans ce film. Ouais, j'y ai vu plus que un film de commande de genre qui est-ce qu'on va prendre pour faire, tu vois, le premier spin-off Star Wars. Et alors, Moi, quoi, je trouvais quoi, que quoi exactement? Parce que là, il y a quelque chose qu'on m'intéresse et qu'on n'a pas vraiment Ouais. abordé, c'est-à-dire le cœur du film, comme tu l'as dit, c'est un film qui peut rappeler en fait les films de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut penser, je sais pas, à l'Armée des Ombres de Melville, par exemple, pas pour dire que c'est au même niveau, tu vois, mais pour dire que, en tout cas, dans l'idée, c'est le même genre de film, tu vois, dans cette idée de quelques personnes dans l'ombre qui se mettent à se battre contre le régime ambiant. Et en fait, si tu prends le film sous cet angle-là, qu'est-ce que me dit le film sur ça, en fait? Qu'est-ce que me dit le film sur cette lutte? Je sais pas si... ça, pour le coup, je dirais que c'est un peu la forme, mais moi, j'y ai plus vu... Alors, voilà, si... Bon, on va essayer de pas spoiler encore une fois, je voulais plus peut-être en parler plus tard, mais... Alors déjà, juste pour suivre à ce moment-là cette façon de faire, je dirais que, tu vois, pour chaque personne tuée ou chaque désastre, sans rentrer dans les détails, déjà, c'est beaucoup plus signifiant pour moi en tant que spectateur que dans n'importe quel autre film Star Wars, y compris la première trilogie, quoi. Parce je pense notamment à Alderaan quand la planète est pétée dans l'épisode 4. Ce qui est pas peu dire, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est vrai que les personnages sont assez rapidement brossés. C'est pas peu dire. Ouais, mais justement, c'est ce que je disais, hein, c'est le bémol que je lui donne, c'est-à-dire que Je sais pas, parce que moi j'aimerais juste comparer avec un autre film qui est sorti cette année, c'est on l'avait un petit peu évoqué ici, c'est Le Dernier Train pour Busan, qui est un film catastrophe et qui suit un peu ce schéma classique du film catastrophe, qui est de nous séparer peu à peu de tous les personnages. Et ce que je trouverais extrêmement réussi dans Le Dernier Train pour Busan, c'est qu'on prend justement le temps de les connaître et qu'à chaque fois, j'ai vraiment envie qu'ils échappent à ce sort. Et le problème de Rogue One, c'est que ça me l'a jamais fait, c'est que j'en ai rien à foutre de ces personnages. Je vais te dire, je trouve que même dans The Force Awakens, c'était mieux fait dans le sens où les personnages de Rey, même Kylo Ren ou des gens comme ça, sont présentés tellement plus héroïquement ou... On leur donne du temps, en fait. On leur donne de l'espace et du temps qui fait qu'on va plus facilement, effectivement, s'investir en eux et les inscrire dans le panthéon de Star Wars. Mais, ceci dit, ça ne m'a... Moi... Et c'est pour ça que je suis assez surpris moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ces personnages, même si je sais qu'on leur a pas donné un... En fait, on t'a juste dessiné au fusain un espèce d'historique, mais sans vraiment te le détailler. Mais ça suffit quand même pour s'investir assez, en tout cas pour que ça te touche si jamais ils se font blesser ou s'il se passe des trucs comme ça. Moi, je trouvais que même dans la mise en scène, genre la meuf, quand il commence à grimper sur une échelle ou des trucs comme ça, tu vois, je ressens la chaleur des coups de blaster à côté pour elle, tu vois, je suis pas si je m'en foutiste que, par exemple, ce que je ressentirais dans le dernier Harry Potter ou un truc comme ça, tu vois, d'un personnage vraiment dont je ne connais rien du tout. Parce que quelque part, ici, chaque personnage, c'est juste un représentant d'un vecteur, le vecteur de la rébellion, en fait. Oui, mais représentant... Moi, j'aimerais juste donner un exemple, c'est-à-dire que... donc, on a cette équipe qui se forme un peu de briques et de broc. On pourra y revenir. Il y a certains personnages qui s'attachent à ce groupe et je comprends pas ce qu'ils font là. Et je pense notamment, il y a deux Chinois en fait dans ce film qu'ils rencontrent au bout d'un moment, qui sont joués. Aucun des deux n'est Benedict Wong. Qui tous les deux sont joués. Il y en a un qui est joué par Donnie Yen et l'autre qui est joué par Jiang Wen. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux superstars du cinéma chinois et qu'ils ont clairement été embauchés en fait pour faire la promo du film en Chine, parce que j'aimerais juste que tu fasses ce petit effort là, supprime-les du film et dis-moi ce qui change. Alors pour le coup, putain, mais là ça fait chier parce que bon, j'en reparlerai dans la section spoiler. Et je dirais juste que là,
pour illustrer mon propos, je vais répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dans le film Commando ou le film de Rebelle? Alors moi, j'ai pas forcément trouvé que que c'était ça le point du film, en fait. C'était pas ça le thème du film. J'ai trouvé que ça c'était la forme du film, et pour moi, le thème c'est assez métaphorique d'un truc sur la transmission, en fait, sur l'héritage, et c'est même presque quelque chose, une lecture qu'on peut voir sur le film lui-même, tu vois, de comment Gareth Edwards voit la franchise Star Wars et ce que lui en a tiré dans son métier de réalisateur, tu vois, parce que c'est un truc qui revient avec Jean, son père, c'est un truc qui revient avec les moines. Et il y a tout le temps cette idée de transmission des valeurs et comment tu les as intégrées dans ta vie et comment tu les exprimes ou des choses comme ça. Mais alors, surtout dans la forme, en fait, je crois que je suis d'accord avec toi sur ce point, mais je vais te dire, c'est une partie du film qui ne m'intéresse pas du tout, je vais t'expliquer pourquoi. C'est avec plusieurs exemples sur comment le film se situe par rapport au reste de la série Star Wars. Et j'aimerais juste prendre les quelques personnages qu'on voit dans le film et qu'on a déjà vu dans d'autres épisodes de la série. Il y a Mon Mothma, qui est la chef de la rébellion. Il y a le Grand Moff Tarkin. Ouais. Et il y a un spoiler dont je parlerai pas de celui-là, mais ces deux, je peux en parler assez librement. Alors, Mon Mothma, à la base, dans les deux trilogies de George Lucas, elle avait été jouée par deux actrices différentes. Une dans la première trilogie, une deuxième dans la deuxième trilogie, et dans ce film ils ont repris l'actrice qui jouait dans la deuxième trilogie de Star Wars. Et en revanche, le Grand Moff Tarkin qui était joué par j'ai un gros trou là, Peter Cushing. Par Peter Cushing, exactement. Qui était joué par Peter Cushing, ils ont décidé d'en faire une version en image de synthèse dégueulasse dans le film. Où en fait t'as vraiment l'impression de voir une statue de cire qui bouge, en fait c'est très étrange, c'est vrai que là on est dans l'Uncanny Valley, c'est-à-dire que alors pour le coup pour l'avoir revu le film, petit point SFX, il y a quelques plans où en fait c'était beaucoup mieux que d'autres, et en fait ils auraient pas dû le faire trop bouger, ils sont un peu crus tout puissants grâce à ILM comme d'habitude. Mais en fait je vais y venir, et en fait le problème que j'ai c'est que ils sont ok pour prendre une actrice différente de la trilogie originale si ça a été sanctionné par George Lucas, et si ça n'a pas été sanctionné par George Lucas, ils décident de refaire comme si l'acteur était encore vivant. Et en fait pour moi ça résume bien le film, c'est-à-dire que j'ai l'impression de rentrer au musée Grévin de Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a ces institutions auxquelles on ne touche pas, auxquelles on ne peut pas toucher, et que si on les touche, en fait, les fans risquent de gueuler en disant il est pas aussi bien, l'acteur qu'ils ont pris pour jouer le Grand Moff Tarkin n'est pas aussi bon que Peter Cushing, c'est une trahison, etc., etc. Et donc ils décident de faire cette version, mais complètement inhumaine, complètement vide, complètement... Et pour moi, ça résume vraiment le film. J'ai vraiment l'impression d'aller au musée et de voir un petit peu les à côté de Star Wars. Voilà les dessins qu'on n'a pas utilisés dans Star Wars et qui ont été faits. Et alors sur l'héritage, si c'est ça que ça me dit de l'héritage, je trouve pas ça très intéressant en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Après je vais dire, pour moi c'était peut-être une erreur technique, mais c'est pas du tout, moi je vois pas du tout ça comme un musée. Je vois au contraire ça comme il faut sauver le soldat Ryan pour quelqu'un qui ne connaît pas la Seconde Guerre mondiale ou le débarquement. Tu vois ce que je veux dire? L'héritage de l'histoire, ça va être fait par l'intermédiaire de quelque chose qui est quand même ultra divertissant, quoi. Ouais, après c'est aussi d'une part ils sont coincés dans une période. Et d'autre part, ça peut être vu comme un clin d'œil aussi. Mais justement, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. J'ai pas envie de voir un clin d'œil. En fait, j'ai envie de voir des personnages qui évoluent dans un film, tu vois. Après, tu parlais du chinois. Alors, moi, je connais pas les noms des types. Bon, je vois de qui tu parles. Je me suis posé la question pendant le film, tu vois. Je me suis dit, bon, ce mec, à quoi il sert? Déjà, moi, à la base, il m'a fait penser, je sais pas, toi Arnaud, si tu l'as vu cette série, mais je sais qu'Ares qu'il l'a vu, dans Marco Polo, il m'a fait penser au moine Shaolin, aveugle, qui est là et qui maîtrise trop tous les arts martiaux, etc., etc. Et en fait, alors je sais pas trop ce qu'on a le droit de dire ou pas sur... Bon, grosso modo, ce type-là, effectivement, comme tu disais Arnaud, si tu le supprimes, qu'est-ce qu'il apporte? Effectivement, pas grand-chose. Je sais pas. Hein. À moins que ce soit quand même le dernier lien que l'on ait, mis à part Vador, avec... la force, quoi. Avec la force, tu vois. Enfin, parce que sinon, mis à part le fait qu'ils ont cette maxime de dire que la force soit avec nous, y a personne qui la maîtrise dans ce film. Parce qu'en fait, je vais vous dire aussi,
il y a deux choses en fait. Justement, le fait que ce soit un patchwork de gens différents dans cette équipe même, on le retrouve aussi dans le Conseil rebelle en fait, où pour une fois, on voit des gens qui sont pas d'accord, tu vois, sur des choses, sur quelle directive prendre, etc. Et en fait, moi là, quand c'est des scènes comme ça, j'ai l'impression de plus voir une civilisation dans Star Wars, de gens qui viennent de gens qui viennent qui n'ont pas les mêmes d'ailleurs, mais qui ouais. ont chacun un dessin parallèle, tu vois, ou convergent même, plutôt qu'un truc où chaque groupe serait peint d'une seule couleur. Et du coup, moi je trouve que c'est important d'avoir en fait cette espèce de côté spirituel qui est un peu relégué, mais moi je trouve que ces persos sont quand même intéressants, moi. Je vais te dire ce qui me gêne sur ça, c'est on a un groupe de 6 personnages qui constituent Rogue One, et le nombre de personnages qui font avancer l'intrigue, il y en a 2 en fait. Et donc il y a 4 personnages qui ne servent absolument à rien, si ce n'est, comme tu dis, à rajouter un petit peu de saveur par-ci par-là. Et ça, pour avoir vécu ce genre de situation, ça pue le scénariste à qui on a imposé de mettre certains personnages particuliers, qui ont pas su en fait les mettre dans l'intrigue et qui les ont rajoutés comme petit à côté, comme diversion, comme blague, ou bah, c'est vrai, mais c'est faux. Il faut pas non plus avoir tout le temps cette double lecture, parce que je vais te dire, voilà, dans les Goonies, au final, si t'as que Sean Astin, ça suffit pour et après je te avoir je te dirais que les Goonies c'est un film de nostalgie assez sympa, mais c'est pas un grand film non plus. Enfin je vais pas non plus dire qu'il révolutionne le cinéma. Moi, si je lui mets la note que je lui mets, c'est que aussi de tout ce que je vois, il y a surtout des bonus, et que les défauts pour moi ne surpassent pas justement tout le plaisir qui émane. Le plaisir et pas que un plaisir totalement comment dirais-je, biaisé personnel, c'est que vraiment pour le coup, pour toutes les fois où toi tu vois quelque chose qui était peut-être un peu trop mécanique, un peu trop commandé par Disney, la Fox, etc. Moi j'y vois à chaque fois un truc intéressant à rajouter, tu vois, même si ça peut être considéré comme un peu de le comic relief ou des personnages juste pour vendre des figurines, qui moi pour le coup m'intéressent d'un point de vue des thèmes abordés en tout cas. Pour étayer un petit peu en fait le bémol que vous avez décrit tout à l'heure, qui est à savoir la faible présentation des personnages, moi ce qui me dérange le plus finalement dans ce film, c'est quel est le ciment qui amène tous ces gens à un moment à aller vers cette cause, parce que bah, initialement, alors mis à part l'espèce d'adaptation de Lando ou je sais pas quoi là, qui est cette espèce de gars qui depuis son plus jeune âge est dans la rébellion, tous les autres ils roulent un peu pour leurs pommes, et notamment l'héroïne, et concrètement initialement ils en ont rien à foutre, et là tout à coup il y a une espèce de enfin moi je l'ai perçu comme ça, tu vois, donc est-ce que toi du coup ça t'a gêné un peu quand ils se sont plus ou moins retrouvés dans le même vaisseau ou pas? Parce que moi c'est bizarre, mais in fine un peu, parce que alors tu comprends que effectivement les deux Chinois, bon ben il faut les zinguer, donc voilà, mais moi franchement elle en fait je trouve pas crédible en fait il y a quelque chose, revirement de, tu vois, ouais. Il y a quelque chose de très très rapide sur elle, c'est-à-dire que souvent la manière dont on écrit son histoire, il y a quelque chose où il y a énormément d'exposition pour nous raconter en fait ce qui s'est passé avant, et j'ai pas le moment en fait d'encaisser ça pour comprendre un peu son cheminement dramatique. Voilà. Mais en fait, et par contre vraiment sincèrement, je me demande, je sais pas si c'est fait exprès ou pas en fait. Le fait de pas trop en dire sur ces personnages en fait, tu vois ce que je veux dire, et je sais pas si parce qu'en fait, alors vous, ça vous a choqué, ça vous a peut-être même totalement sorti du film, ou ça t'a fait chier toi Arnaud. Moi c'est a posteriori où je me suis dit, c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup, mais moi j'ai trouvé totalement naturel à la fois la liaison entre ces personnages, leur but, le mystère, si tu veux, qui était laissé derrière. Pour moi, je me suis plus dit, ah mais ça se trouve c'était voulu, parce que c'est plus un truc thématique de, pour le coup, j'ai même trouvé presque ce film un peu politique à base de, bah écoutez, c'est pas parce que Trump a été élu que c'est trop tard pour faire quelque chose, tu vois. Mais si il y a pas mal ce thème de
ah, mais c'est bon, on va tous mourir, c'est fini, le combat est terminé, etc. Et il y a toujours le... Alors c'est assez commun, hein, bien sûr, puisque surtout que l'épisode 4 s'appelle Un Nouvel Espoir, et que du coup tout ce film, c'est tirer le petit filet d'espoir qui nous reste, mais d'y croire toujours, c'est-à-dire même quand tu penses que le système est imbattable, bah, tu peux toujours, même si tu y travailles depuis l'intérieur, petit à petit faire qu'il puisse changer les choses. Et ça, tu peux le tirer dans n'importe quelle politique, quelle que soit. Parce tu que vois, Trump, mais- là, effectivement, mais je crois que si- c'est social ou... Non, mais après, plus rétrospectif sur... Enfin, Star Wars, c'est quoi? C'est les années 70, c'est ça? 77, ouais. Ouais, donc bon, bah clairement, là, c'est l'URSS, puis avant ça, la guerre. Enfin, ce qui a inspiré Non à mais tu l'époque, trouves vois, tu trouves un empire, tu peux- trouves voilà. tu trouves toujours Non, des mais partout. parallèles. Jean Anouilh qui écrit Antigone pendant la guerre, il y a des parallèles, tu trouves toujours Ouais, des parallèles quand tu parles carrément. de quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire sur ces personnages, si tu veux, ça me gênerait pas qu'on n'en apprenne pas autant sur eux, mais tu dois avouer qu'il y a quand même des articulations dans la manière dont les personnages évoluent qui paraissent très artificielles. Et là, je vais pas énormément spoiler, c'est juste un Ouais, petit ouais. truc, mais par exemple, celui qui devient le pilote de cette équipe, joué par Riz Ahmed, pareil, je me souviens plus de son nom, mais Body, comme Patrick Swayze dans, dans Point Break. ok. Body, c'est Body. Ouais, ouais. Waouh. Mais il surfe l'hyperespace, le gars, tu sais. Et en fait, la première fois qu'il le rencontre, on dirait qu'il est en stress post-traumatique. Il est dans une prison complètement amorphe. On dirait qu'il peut pas bouger. Et 2 minutes plus tard, en fait, il est dehors à piloter un vaisseau, quoi, tu vois. Mais non, mais donc, déjà, il le pilote pas en sortant. On va rentrer dans... Bon, c'est quasiment, on s'en fout. Mais c'est à cause de Borgelette qu'il est comme ça. Qu'il est en... Mais en oui, mais ce mode que je veux dire, qu'il soit comme ça, très bien. Mais tu me fais pas qu'il redevienne un citoyen productif et responsable en 2 minutes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais il l'est pas, c'est pas lui qui conduit. Non, mais en Ouais, fait, mais attends, c'est mais ce que je disais dès le 2 départ, heures, c'est que la- 2 heures la plus tard, ils première, repartent en mission, donc tu vas pas me dire que Mais c'est un truc temporaire, le truc de... Mais en fait, Ouais, non, oui, c'est mais un truc grosso modo, temporaire. On peut c'est- toujours c'est trouver un des des excuses. Un des 6 minutes. Les 3 premiers quarts d'heure sont ennuyeux. C'est-à-dire qu'en fait, ça Ah ouais. s'articule mal. Non, mais c'est ça, c'est que... Alors, Il y a une présente mal les logorée personnages, d'exposition au on- début. tout ça. Il y a plein de gens et ça s'articule. Tu passes d'une scène à une autre, c'est d'autres gens avec des nouveaux noms. Toi, je sais pas combien de fois tu l'as vu pour te souvenir de tous les noms. Non, des mais mecs, quoi, je ne l'ai vu que 2 fois, mais je m'en souviens parce mais, que je mais sais bon, après, je sais pas. Mais, Après, mais moi, ça m'a un peu ennuyé, quoi. J'arrivais pas, tu vois, à accrocher. J'étais là, bon, il y a un moment. D'accord. Et puis tout à coup, quand l'intrigue démarre, quand on a trouvé les Ouais, quand on a les trouvé- héros, l'équipe et les méchants à battre, et ben là, tout à coup, Là, ça y est, se ça se met en déclenche, marche. tu vois. Là, Ceci pas dit, c'est mal. vrai que, enfin, pour Mais moi, au début, c'est le film ne poussif, fait quoi. que s'améliorer et enfin, on a un film où il y a un putain de climax. En fait, ça fait depuis longtemps que dans les blockbusters, c'est des faux trucs, c'est des faux climax, c'est des répétitions, c'est des choses comme ça. Et moi, je trouvais que pour Oui, le coup, là, ils ont au inventé niveau des du choses. Enfin, rythme, inventé, ils ont- je trouvais pas mal. Simplement pour en revenir à ce que tu disais, oui, il y a plusieurs endroits, etc. Et je trouve intéressant que déjà petit 1, pas de déroulé sur l'histoire au début du film. Tu Ouais, vois, après, ouais. il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, on n'a pas le déroulé des écritures jaunes. C'est parce que c'est pas Qui Star dit, Wars. quoi. et voilà, exactement. C'est parce que c'est pas Star Wars. ça. Et pareil, c'est la première Il y fois a pas aussi trop la musique aussi. où on voit des planètes et on te dit le nom de la planète. Moi, déjà, j'ai pas vu le déroulé jaune du début. J'ai fait, vous venez de gagner un miam, quoi, parce que vous extirpez de ces conneries. Même Le mec, si il est en je pense que mission dès qu'il est au cinéma, il est là pour fin de séance, quoi qu'il arrive. je sais que J.J. Abrams avait changé, je crois, la police d'écriture du déroulé jaune pour la force. Oui. Le réveil de la force. Le réveil de la force, ouais. D'ailleurs, ça avait fait pas mal de bruit chez les gros geeks qui avaient noté que la police d'écriture a été modifiée. Tout le monde s'était dit, mais est-ce qu'il s'est trompé ou pas? Et je sais de source sûre que J.J. Abrams est un fan de police d'écriture. Le trivia un peu moisi à savoir de J.J. Abrams. Mais du coup, c'est vrai que petit à petit, il y a une volonté de vouloir s'extirper aussi de Lucas, ou en tout cas de pouvoir faire quelque chose soi-même dans l'univers Star Wars. Et je trouve que au moins ça, pour moi, c'est le vrai premier film comme ça. Parce que Oui, The Force c'est- Awakens, je suis obligé de dire que non, quoi. Non, mais ça, c'était horrible. Mais après, oui, mais allons-y.
Allons-y plus fort. C'est Ouais. ça. Ouais. Tu Non, vois, mais oui, quitte à s'en détacher, autant le faire. Après, tu scinderas forcément les gens. En tant que, tu vois, il y a des gens qui sont des fans invétérés depuis l'enfance. Bon, eux, ils veulent du Star Wars et bis repetita. Ouais. Après, d'autres gens ont peut-être envie de quelque chose de neuf. Ou Ouais. alors, on n'en fait pas d'autres. Bah, tu une vois, mais- comédie romantique avec Hugh Grant, mais genre sur Tatooine, quoi. Ça peut être intéressant. Vos miam sur 5. Miam. Sur 5, moi, je dirais 3. 3 parce que c'est un bon film. Globalement, je me suis pas ennuyé. J'étais content. Enfin, je me suis pas ennuyé, encore une fois, après les 3 premiers quarts d'heure. Bon, ceci dit, c'est quand même un petit peu. C'est moins bien. Ouais. C'est pas génial. Non, mais 3 quand même, parce que bon, j'ai pris plaisir. À la fin, j'étais content. Il y a eu plein de petits clins d'œil, plein de petits trucs qui m'ont plu. Donc voilà, et l'histoire, elle est quand même bien. Donc 3. Ok. Arnaud. Un miam pour moi. J'ai pas aimé. Il y a plein de trucs qui m'ont sorti du film. J'ai pas aimé le scénario en fait déjà et en permanence j'étais en train de me demander Ouais, t'y pensais, quoi. à y penser, à comment l'améliorer, pourquoi ils ont fait ça et j'ai pas été dans le film du début jusqu'à la fin quoi. Enfin vraiment Ouais, j'ai ça arrive à des films, pendant des films, et c'est vrai que. Ouais. Et du coup, bah moi, je l'ai déjà dit. Bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai jamais décroché. J'ai tout le temps suivi mes personnages. En fait, c'est ça. J'ai trouvé tout naturel, même si après, en analysant, on peut toujours trouver ses faiblesses, et j'en suis conscient. Mais pour moi, toutes les faiblesses étaient compensées par un bon rythme, une équipe très plaisante, encore une fois un impact pour moi émotionnel qui était vraiment toujours présent, et malgré ça c'est vrai qu'on peut se dire que peut-être si entre certaines scènes on avait trouvé un peu plus d'espace pour poser quelques personnages, ça aurait été encore mieux, et peut-être que ça aurait pu capter aussi les personnes qui vraiment ont été sorties du film pour ça. Mais bah ouais, mais voilà, moi vraiment c'est le cinquième pour moi. Ah, carrément. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Carrément. Et ouais, et même en le revisionnant, tu vois, je prenais plaisir à chaque fois sans me dire tiens, j'ai hâte que telle ou telle scène arrive, tu sais, comme on a dans certains films où on se dit ah ok, allez, passer ces 10 minutes, je vais avoir une autre scène, la scène que j'aime bien, mais en fait là j'ai tout aimé en fait, c'est-à-dire tu vois, j'étais vraiment en train de revivre le tout, et c'était cool. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent, on va parler des films qu'on a vus dernièrement, et puis retrouvez-nous juste après pour la discussion avec des spoilers. Est-ce que vous avez eu d'autres films là dernièrement? Non, là j'ai pas Ciné eu à la trop maison. l'occasion. Non. Non, là j'ai rien de particulier ce temps-ci. Alors moi, tu sais, je n'ai pas vu Hacksaw Ridge juste après qu'on ait enregistré le premier contact avec Baptiste. Ah tu ne tueras point. Ouais, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai vu Allier par contre. Ouais. Et Allier, alors toi tu m'as dit que c'était plus ou moins divertissant. En fait, j'ai trouvé le film plaisant à regarder, d'accord. Mais quand tu y réfléchis, il y a tellement de défauts que c'est horrible. C'est horribilis quoi. Parce que on est en train de parler d'un mec. Est-ce que tu te souviens de la scène? Oui, enfin, est-ce que tu te souviens de la scène? La scène dans Inglourious Basterds où le nazi dans le bar. Putain, attends. Doit détecter que Michael Fassbender est un anglais, espion parce que, en fait, anglais qui se voilà. Et ça se joue à un détail incroyable, tu vois. On est dans des pensées de genre ah oui, mais chez nous en Bavière on fait ça, mais chez vous dans le Nord, etc. Et tu te dis oh mon Dieu, il était pendant cette scène elle est magistrale, je vais pas comparer à du Tarantino, mais simplement pour le fait que un espion dans l'Allemagne nazie, en tout cas le Maroc occupé par l'Allemagne, doit vraiment fondre totalement dans la masse. Et là, t'es en train de me faire croire que Brad Pitt, qui parle français mais avec un putain d'accent américain, veut se faire passer pour un Parisien. Et du coup, c'est trop marrant parce que j'ai vu ce film avec Fela, et Fela, genre au début du film, elle me dit non mais attends, ils vont pas le faire passer pour un Français. Je dis mais non, n'importe quoi. Tu vois bien qu'il a un accent. Forcément, ils vont faire que genre le mec va dire qu'il vient des États-Unis ou je sais pas quoi.
Et en fait, non, pas du tout. Ils veulent vraiment le faire passer pour un Parisien, du coup. Et ils Non, pour un essayent Français, de c'est régler la le problème en subtilité. disant que le mec vient du Canada, plus ou moins. Sauf que même en anglais, alors que le personnage est vraiment canadien, même quand il parle anglais, il n'a pas l'accent canadien. Donc si tu veux, en fait, moi, quand c'est un film d'espionnage, ne serait-ce que ça, c'est quand même ultra grave. Et après, dans l'intrigue elle-même du film, pareil, tu peux trouver des espèces de trous de ton intrigue, ou quand tu fais une relecture du film et tu te dis, mais attendez, mais pourquoi la Royal Air Force n'a pas demandé ceci ou cela ? C'est regardable. Mais a posteriori, je ne le conseillerais quand même pas, en fait. Mais en fait, j'ai à peu près le même sentiment que toi, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression du film d'un papy qui en avait un peu plus rien à foutre, mais qui avait des beaux restes de sa carrière. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, je vais te dire, il y a... Alors, simplement aussi pour rentrer encore dans les défauts, tu vois, tu parlais de Peter Cushing tout à l'heure dans Star Wars, Ouais. et moi, j'ai envie de te dire, il y a de la photo, et probablement vraiment, je suis prêt à parier, il y a eu du CGI pour gommer quelques rides de Brad Pitt. Et tu remarqueras dans le film qu'il est toujours éclairé différemment que Marion Cotillard, mais genre différemment pour qu'il ait l'air plus jeune que ce qu'il n'est. Mais vraiment, et ça, moi, ça m'a fait penser un peu à, tu sais, quand ils rajeunissent Magneto et Professeur Xavier. Oui, ou Dans Brad X-Men Pitt 3, dans Benjamin ou Brad Button, Pitt, hein, d'ailleurs. oui, voilà, exactement. Et vraiment, c'était un peu... voilà, c'était mauvais. Après, pourquoi c'était plaisant ? Parce que Robert Zemeckis, c'est un mec qui est fort, qui s'y connaît. Et par contre, ce qui m'a fait sourire quand même dans ce film, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se mettait des challenges à lui tout seul. Comme s'il avait des jouets, en fait, plus que comme s'il voulait faire un film. Genre, il y avait plein de jeux de miroirs dans ce film. Et c'est pas des jeux thématiques de miroir, tu sais, à base de je regarde mon âme, tu vois, la personne de l'autre côté ou des trucs comme ça. Non, c'est plutôt, regardez, on va faire un plan sur un miroir et vous verrez pas l'équipe technique dedans, tu vois. Et c'est pareil, en fait, il veut faire certaines choses et il va contorsionner l'intrigue pour arriver à certaines choses. Notamment, il y a une scène de sexe dans une voiture en plein milieu d'une tempête de sable, où clairement, quand les personnes sont sur les dunes de sable en train de parler, tu te dis c'est super mal fait, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler sur cette dune de sable ? Et ensuite, ils arrivent dans la voiture et ils font l'amour dans la tempête de sable et tu fais ah, ok, c'est pour ça en fait. Juste parce que tu voulais faire que les deux personnages étaient seuls contre la nature et tu vois ce que je veux dire ? Et tu fais ouais, mais ne gâche pas le film parce que tu crois qu'il y a un bon plan à faire à un certain moment en fait. Et je pense qu'il était un peu plus trop sur ça plus que sur le film en lui-même. Donc je mettrais 2 miams. Ce qui est bizarre, mais enfin, j'ai failli lui mettre 2,5 miams en plus, mais en fait, plus j'y repense, plus je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible non plus. Après, franchement, vous verrez, hein, pour les gens qui trouveront ça à la télé ou un truc comme ça, vous allez voir le début, vous allez rester dedans, hein, mais je le mettrai pas, quoi. Je mettrai pas le Blu-ray dans ma PS4, quoi. C'est sûr. Voilà. Et alors moi, de mon côté, j'ai eu 2 coups de cœur au cinéma récemment. Là, aujourd'hui, j'ai vu Baccalauréat de Christian Mungiu. Donc, en fait, qui raconte l'histoire d'une famille roumaine dont le père est médecin et la fille est en train de passer le bac. Elle a été reçue à Cambridge. Elle va recevoir une bourse si jamais elle obtient le bac avec plus de 18 de moyenne. Et il se trouve que la veille des épreuves du bac, elle est agressée dans la rue et elle perd un peu ses moyennes lors de l'épreuve et elle risque de pas avoir le bac. Et à partir de là, en fait, on voit le père qui va faire des pieds et des mains, faire jouer ses relations, la corruption, etc., pour faire en sorte que sa fille soit reçue et obtienne ce bac. Et en fait, c'est vraiment une analyse du népotisme, tu vois, dans la société. Ouais. Essayer de voir comment ça avance. Et c'est un film qui est, enfin, il est très dramatique, tu vois. Il y a une tension énorme dans ce film quand ça avance. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, les personnages, et c'est assez drôle d'ailleurs, ont pas l'air d'être toujours conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire, il y a un personnage qui est assez drôle où t'as l'impression qu'il peut rien faire sans corrompre et genre ça le gêne. À un moment il le dit, c'est si je te donne pas cet argent, ça va me gêner en fait. Je vais avoir l'impression que je l'ai pas bien fait, tu vois. et j'ai trouvé ça assez intéressant, quoi, la manière dont c'était fait. Donc je le conseille.
C'est filmé comme un thriller un petit peu. Il y a beaucoup de tension. C'est du réalisateur qui avait fait 4 mois, 3 semaines et 2 jours et Au-delà des collines. Donc c'est un petit peu dans le même genre, mais pour la première fois, au lieu de filmer les classes pauvres de la Roumanie, il décide de s'attaquer à la petite bourgeoisie, et du coup il y a un humour un peu cinglant qui arrive en plus, qui est, enfin, ouais. Je le conseille mais le film que j'avais surtout envie de conseiller, c'était Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Ah, donc tu l'as vu ? Que j'ai vu finalement. Je crois que c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année, quoi. C'est l'histoire d'un homme qui est concierge à Boston, qui vient d'une petite ville non loin de là qui s'appelle Manchester by the Sea et qui évite d'y retourner depuis plusieurs années. Et un jour, on lui apprend que son frère meurt et il va devoir retourner dans cette ville pour s'occuper de son neveu. Et j'ai pas envie de trop en dire parce que c'est un film qui se découvre aussi. On découvre le personnage, ce qui s'est passé dans cette ville avant, etc., etc. Mais tout ce que je dirais, c'est que c'est un film extrêmement émouvant et très très juste sur le deuil. C'est je pense le film qui m'a le plus ému cette année et depuis longtemps d'ailleurs. Et voilà, je mettrai 4 miams et demi à Manchester by the Sea et 3,5 à Baccalauréat. Voilà. Donc ce sera à voir. Et en fait, il vient de me revenir un film que j'ai vu dimanche là. Bon, il date de 2015, mais j'avais jamais entendu parler de ce film. C'est American Ultra. Alors l'histoire, c'est on est dans une ville, une petite ville perdue au milieu des États-Unis, avec on a un couple de jeunes gens qui sont des espèces de gens un peu décalés, un peu losers, ouais, voilà. Je voulais pas être méchant, être un peu condescendant, mais oui, voilà, un peu loser, voilà, un peu à côté des trucs. Et à côté de ça, on est carrément au siège de la CIA et on comprend que des gens veulent faire tuer le mec du couple. Et on sait pas très bien pourquoi, et en fait, bon, il s'avère que ce serait un espèce de projet ancien de la CIA, enterré, etc. C'est un film comique. Au départ, on se dit c'est complètement absurde, voilà, et puis en fait, c'est drôle. On se laisse prendre à l'intrigue, et petit à petit, ça avance, c'est absurde, littéralement. C'est un peu le Jason Bourne. J'allais des dire, en fait, je voulais adolescents, pas le dire pour pas spoiler, mais c'est un peu le Jason Bourne, mais en absurde, et c'est rigolo. Donc, c'est pas mal. C'était 3 miams, on va dire. C'était écrit par Max Landis. Et je voulais juste en parler parce que il avait notamment fait une de mes BD préférées qui s'appelle qui est une BD genre en 5 parties qui s'appelle Superman American Alien et qui en gros recrée un peu le personnage de Superman, mais s'il était de maintenant, c'est-à-dire en gros avec la génération alien, Kim Kardashian, etc. Tu vois que la génération Z, si ce mec-là arriver vraiment au Kansas avec la télé, etc., qu'est-ce qu'il ferait? En gros, tu le vois assez rapidement dans des speedboats dans les Caraïbes, etc., parce que voilà, en fait, c'était un peu une petite lecture aussi de l'Amérique en ce moment. Actuel. Juste, je vais parler d'un truc qui est Childhood's End, qui était la mini-série dont avait parlé Baptiste la dernière fois dans Premier Contact. Qui est donc une mini-série sci-fi en 3 parties sur une race extraterrestre qui arrive sur Terre et qui essaye de petit à petit de transformer l'humanité en une espèce d'âge d'or. Je vais être beaucoup moins indulgent que Baptiste qui trouvait ça vraiment génial. Il y a quelques choses qui sont intéressantes parce que forcément c'est écrit par Arthur C. Clarke, en fait c'est une adaptation d'un roman, mais malheureusement je trouve que toute la série est pas assez réaliste à mon goût. En fait, on va beaucoup plus passer de temps sur des conflits internes de personnages qui sont au final assez mal écrits. Et on va pas assez, à mon avis, aborder l'attrait philosophique qui veut être assez soulevé dans cette rencontre avec ce type d'alien-là. Mais c'est un peu une production qui se repose un peu trop sur les effets spéciaux, genre ça y est, on a fait de jolis effets spéciaux, donc on a fini le film, tu vois. Alors que bon, c'est quand même 3 fois 1h30 et c'est un peu bancal, je trouve. Donc voilà. 2,5 miam pour moi, ça. Bah écoutez,
Ça veut dire qu'on peut passer au versant spoiler. spoiler de Rogue One, qui s'appelle Rogue One en anglais, tout court. Hein, Rogue One, A Star Wars Story en français. Donc on a quand même un sous-titre en anglais pour la langue française. Mais sois heureux, on a échappé à Rogue One, quelle Quelle soirée. belle soirée. Présentée par Michou. Ou encore Rogue Therapy, c'est à la mode en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez me dire là en spoiler Dark Vador. Moi, les scènes avec Dark Vador. J'ai une scène dans ce film qui est hallucinante. Quoi Franchement, c'est peut-être le seul moment où j'ai réagi émotionnellement parlant, c'est la scène à la fin où les soldats de la rébellion ont récupéré les plans de l'Étoile Noire. Qui commencent... Alors, ils sont un peu empotés parce qu'ils mettent un temps infini à se barrer. Et en fait, au même moment, on sait que Dark Vador, avec les soldats de l'Empire, ont enclenché un abordage. Et là, il arrive, les mecs sont faits comme des rats, il les massacre. Elle est terrifiante, cette scène. C'est-à-dire que là, en fait, finalement, c'est la première fois, je trouve, qu'on voit Dark Vador. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on sait ce qu'il a fait, c'est fini, on n'imagine plus, parce que avant on avait les combats avec de la saga Star Wars qu'on connaît tous, mais là on le voit mais massacrer des mecs. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un peu peur de lui. Ouais, parce qu'avant Anakin on l'a vu faire des choses, mais c'était pas encore Dark Vador. Mais même là, pas parce que punaise, il est incroyable. Quoi. Anakin en fait on nous prive dans l'épisode 3 de la scène qui aurait dû être la pire scène qui existe puisqu'il tue des enfants. Des Padawan dans l'épisode 3. Ah oui, au temple. Sauf qu'on ne nous montre pas cette scène. Ouais. Alors que c'est Dark Vador qui naît de la façon la plus brutale, tu vois. Alors que c'est vrai que dans cette scène, à la toute fin de Rogue One, c'est la première fois où tu vois Dark Vador tuer des gens, quoi. Parce que même dans l'épisode 2, quand Anakin cède à la colère là, suite à la mort de sa mère et qu'il trucide tous les mecs... Tu des Tusken, mais t'es un peu de son côté. Mais tu vois pas trop non plus. C'est-à-dire que tu vois un coup de sabre et puis après c'est terminé. Ouais. Alors que là, moi, cette scène, elle est incroyable. C'est pour ça que je parlais un petit peu de la version conte de la prélogie, tu vois. C'est toujours, on te montre pas, le méchant, il mange des gens, mais... Non, là, sincèrement, moi, là, vraiment, j'ai eu... Ouais, cette scène, elle est top. Scène qui se conclut quand même par le fait de donner les plans de la rébellion alors ça, à la princesse Leia. Là, ça se casse la gueule parce que... À une princesse Leia, une image de synthèse dégueulasse. Certes, non, ça c'est dur. Ah non, mais moi franchement, j'ai trouvé... Parce que moi, je l'attendais. Moi, j'étais en train de me dire, oh putain, est-ce qu'ils sont dans le vaisseau qui va se faire aborder dans 4 minutes dans l'épisode 4, tu vois. Et c'est quand même trop... Et moi j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça moi je déteste de toute façon on l'attendait parce qu'on voyait ses parents donc... Mais c'est pas un clin d'œil, c'est vraiment la suite. Le sénateur Organa qui s'en va en disant vous inquiétez pas, je vais confier cette mission à quelqu'un de confiance. Gros clin d'œil, tu vois, pour... En fait, j'aime pas tous ces trucs, quoi. Ça me... ça aussi, ça fait partie à me sortir du film, tu vois. Moi, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est littéralement un jour avant l'épisode 4. Donc, si tu veux... Ça me paraît normal, oui, quoi. Mais après, ils auraient peut-être pu faire un autre tour de passe-passe que, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud nous amener au musée Grévin. Tu vois, c'est vrai que là, c'était dégueulasse, quoi. Fulla, qui n'avait jamais vu Star Wars de sa vie, elle a vu ça, elle m'a dit non, mais là... Oui, mais bien sûr, mais on est dans l'Uncanny Valley, encore une fois. Enfin, ça, par contre, mais moi, je suis d'accord, hein, c'est-à-dire que pourquoi, à chaque fois... croire que tu es omnipotent en 3D pour les visages des gens. Tout le monde le sait que c'est un visage en 3D, donc tu vois, à moins d'être un papy et de faire voilà, c'est une personne normale. C'était pas mal, hein. Le gars qui regarde Polar Express et qui vomit pas, je suis désolé, c'est pas un être humain normal. Mais c'était moi j'aimerais parler un peu des défauts d'écriture que je revois souvent et que j'ai vu dans ce film et qui commencent à m'énerver. La première chose, on en a déjà parlé, c'est cette règle qui veut qu'on ramasse de plus en plus les films dans le temps. C'est un problème encore plus gros dans l'épisode 7, tu sais, de Star Wars, où vraiment ça se passait sur 2 jours, je crois, j'ai l'impression, et on essayait de me faire croire qu'il y a quelque chose qui se liait entre les personnages comme ça en 2 jours. Et ici, en fait, c'est un... Non, mais tu vois ce que je veux dire, ouais.
Et ici, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'aimerais bien revenir à une structure un peu plus posée, où de temps en temps, on a du temps justement pour développer ces relations entre les personnages, dans des scènes qui font pas forcément avancer l'intrigue, mais qui font avancer ces relations-là. Ce que j'ai pas ici, c'est lié un peu à ce qu'on avait dit, avec l'absence de scènes vraiment pour se poser avec les personnages. Et je crois que ça fait partie du sentiment qu'avait Antoine, en fait, au début du film, c'est-à-dire que c'est particulièrement présent au début du film, où plutôt que de nous introduire les personnages dans leur habitat, on passe tout de suite en fait à l'histoire, et du coup on nous balance comme ça des noms qui sont imprononçables et qui sont très difficiles à retenir, et on passe d'une scène à l'autre à peine 1 minute par scène, tu vois, pour passer d'un personnage à l'autre, pour essayer de nous présenter et d'arriver le plus possible dans l'intrigue principale. Et c'est quelque chose qui est très gênant, notamment pour le personnage principal, parce que comme je l'ai dit, en fait, on apprend énormément du personnage principal à partir du moment où elle retrouve son père adoptif, et où on apprend que son père adoptif, en fait, l'avait apparemment abandonné. Qu'ensuite elle avait été donc récupérée par l'Empire, et elle avait dû travailler comme esclave pendant un petit moment dans cet endroit-là. Et si tu veux, j'ai pas le temps d'être émotionnellement pris par ça, parce que pendant tout le film, je connais pas en fait ces rapports qu'elle a avec lui. C'est-à-dire que j'ai même pas eu une scène entre le père adoptif et la fille avant qu'il y ait la scène de réunion. Et de la même manière, c'est-à-dire je sais jamais le sentiment qu'elle a gardé vis-à-vis de son père, tu vois. Si c'est un sentiment de haine parce qu'il est allé travailler pour l'Empire, ou si c'est je suis obligé d'être à la traîne, en fait. Je suis à la traîne du personnage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à le recevoir émotionnellement, en fait, du coup. Il me semble que c'est ce que je disais au début, quand je disais que ce film est un peu précipité, mais il me semble que c'est voulu, moi, qu'on te donne, parce que, alors, toi, tu vas mettre en relation ça avec genre d'autres blockbusters où là, par contre, c'est alors soit une erreur ou soit juste, tu sais, des choix de facilité. Moi, j'y vois plus un choix, pas de facilité, mais juste un choix, parce que on veut me rusher une mission commando faite par des gens qui ne sont normalement pas des commandos, tu vois. Et c'est ça l'intérêt du truc. Après, tu vois, par Et exemple, moi, quand je vois, et quand je suis à la traîne, justement, je suis en train de rattraper les gens, comme des gens seraient en train de fuir la Jeddah, des gens seraient en train de fuir tel autre endroit, et qu'ils en ont marre de fuir, et qu'ils voudraient bien, pour une fois, asséner leur coup à l'Empire, plutôt que d'en subir et de se cacher. Parce qu'en fait, c'est surtout ça aussi, enfin moi, ce que j'en ai tiré de ce film, c'est, et pourquoi moi j'ai trouvé que c'était plutôt naturel, en tout cas ces gens-là qui se mettent ensemble, c'est que c'est des marginaux, c'est tous des marginaux, et littéralement presque, ça se trouve, la planète Jeddah est vraiment dans la marge, comme Tatooine, de la galaxie. Mais voilà, ils ont été repoussés, et même quand ils se font repousser, ils se font attaquer. Et d'ailleurs, simplement... Mais alors pourquoi développer ça? Pourquoi essayer de me faire un arc où d'abord le personnage principal dit qu'elle veut rien avoir à faire avec la rébellion, et qu'elle le fait contraint et forcé, pour finalement après rejoindre ça? Et alors que y a pas le temps de développer ça, y a pas le temps de développer un rapport conflictuel avec son père, y a pas le temps de développer tout ça. Pourquoi choisir de développer un personnage comme ça? Pourquoi justement pas parler de la fuite? Parce que in fine, c'est pas ce qu'on voit, la fuite. On voit des personnages qui reviennent, même les moines, c'est des personnages qui reviennent, tu vois, pour se battre. C'est parce qu'ils ont fui. C'est ça, mais moi c'est pas développer la fuite, là en fait dans ce film, ils ont pas développé la fuite. On l'a pas vu, la fuite. Mais ils ont développé le retour de la fuite. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, elle a fui toute sa vie, parce qu'elle te dit que depuis qu'elle a 16 ans, du coup, elle a été abandonnée par Saw Gerrera, donc qui est joué par Forest Whitaker, et qu'elle en a plus rien à foutre de ce truc de rebelle, parce que pour elle, ça ne veut dire que des problèmes, en fait, puisque c'est comme ça qu'elle a perdu toute sa famille, en fait, y compris sa famille adoptive. Et du coup, c'est pour ça ce que je disais par rapport au thème de la transmission et de l'héritage, c'est l'héritage de certaines valeurs pour lesquelles il faut se battre, et malgré ce que tu crois de ton impuissance, malgré ce que tu crois de comment dirais-je, le fait que peut-être effectivement tu en es marre de faire ça, mais en fait tu y reviens quand même, parce que si t'affrontes pas tes problèmes, ils vont toujours arriver vers toi, quel que soit le... mais je trouve que en fait, je trouve que c'est un petit peu... tu fais un grand écart un petit peu facile. En fait, donc,
grosso modo, dès le départ, on arrive à une époque où l'héroïne du film est enfant et où elle voit je sais plus son nom là, le mec le héros méchant. Oui, du le film, méchant. Appelons-le le méchant. Il vient pour forcer le père de l'héroïne à venir travailler pour l'Empire et donc construire l'Étoile Noire. Eux, manifestement, ils sont pas d'accord, mais là aussi, la résistance, elle est quand même moyenne. C'est-à-dire que lui, il décide de rester là et il demande à sa femme et à son époux et à sa fille de partir. Finalement, la femme revient. Elle est assassinée par le méchant. La fille voit tout ça, elle s'évade, elle se planque, ils arrivent jamais à la choper. Et Mads Mikkelsen part bosser pour l'Empire. Bon, ensuite on a une ellipse terrible. Là, elle devient adulte et on comprend qu'elle a été effectivement adoptée par Forest Whitaker, qui était l'ami, alors on ne sait trop comment, de Mads Mikkelsen et de son épouse. Et là, on comprend que ce mec, Saw Gerrera, est lui aussi un rebelle, mais une frange différente de rébellion, apparemment plus fanatique. Alors ce que l'on comprend, c'est que c'est un petit peu plus jediisant, quoi, si je puis dire. Je sais pas, peut-être plus extrémiste, juste ils disent plus extrémiste, mais alors quel intérêt quand t'es laminé par un empire comme celui de en gros, je pense que ils essayent de dire plus de te scinder, quoi, tu vois. Plus violent, je pense. Plus violent, ouais, mais bon. Après, c'est un personnage qui existe pour les gens qui connaissent déjà les dessins animés, les trucs 3D Clone Wars, parce qu'il fait partie. Et alors en plus de ça, il a ramassé parce que quand on le voit plusieurs années plus tard, le mec il est blessé de partout, etc. Il a l'air complètement parano, mais il l'est pas tant que ça. C'est un peu la version côté clair de Dark Vador, parce que non, pas Dark Vador, au robot dans le 3 là. Bah Grievous Grievous, exactement. Il respire dans un. Alors bon, on est là, ok. Alors il a l'air complètement parano. Il subodore que la fille est venue le revoir parce qu'il est content quand même de la revoir, mais il subodore qu'elle est venue à lui pour le balancer, mais il s'en fiche un peu, mais quand même. On comprend pas très bien, tu vois, où est-ce qu'il va en venir. Franchement, mais il faut que vous le revoyiez. Pour moi, tout me paraît clair. Parce que, en fait, moi, je sais pas, tous les dialogues, pour moi, ont expliqué assez clairement les trucs. C'est là où j'ai mis le doigt dessus. C'est de l'exposition, c'est des dialogues. C'est jamais dramatisé. C'est de l'exposition, mais après, tu vois, c'est vraiment que on n'est pas dans l'exposition de séries à la Lee McBeal, quoi. On est vraiment dans les trucs que des gens pourraient se dire quand même. Donc quoi? Non, là t'as fumé quelque chose, arrête, ce qui c'est pas possible. Mais quoi? Quoi donc on est toujours à exprimer en fait ce qu'on aurait dû voir et les personnages à nous faire des monologues pas possibles pour essayer de nous faire rattraper l'histoire qu'on a loupé, quoi. Monologue que ça. Alors après moi il y a non mais je pense que là vous avez une vision biaisée parce que vous non mais en fait je me suis mis à la place des mecs de la rébellion, tu vois. Pendant le film, je me suis posé la question parce que donc on est là, nous on a le point de vue de l'héroïne, on sait qu'elle est sincère, on sait qu'elle a souffert, on sait qu'elle aime son père. Son père, il est présenté comme un traître puisque tout le monde dit il est parti bosser pour l'Empire, etc. Et même la mission est de le tuer puisque on veut pas qu'il mène à bien la construction de l'Étoile Noire. Et donc, il s'avère que le père, finalement, est une sorte d'agent infiltré qui est à l'origine du point faible de l'Étoile Noire et qui fait que grâce à ça, on pourra le détruire dans New Hope. Ouais. Et en fait, la seule et unique personne à voir le message, c'est la fille. Ouais, et Saw Gerrera. Mais Saw Gerrera, il va mourir, donc en gros, c'est pas un témoin oculaire, quoi. Et d'où la vraie question à la fin du film, c'est pourquoi n'a-t-il pas directement envoyé les plans de l'Étoile Noire à Saw Gerrera? Oui, ou à la rébellion, tu vois, enfin. Mais il pouvait pas les avoir en une fois. Et donc, c'est lui qui les a fait, les plans, tu sais. Elle est quand même méprisée. Il peut pas avoir accès à tous les plans d'un coup. Elle est quand même méprisée parce que c'est dans les archives de Scarif. Elle est méprisée parce que connue pour avoir tourné le dos à la rébellion, etc. Elle est chopée par les mecs de la rébellion qui lui demandent de les amener à Saw Gerrera, Nanyana. Là, elle voit le message de son père, c'est la seule témoin oculaire du message en question, puisque c'est un message hologrammesque, là, comme à la Star Wars, quoi. Et donc, ensuite, elle va expliquer aux gens que il y a dans l'Étoile Noire une faille et qu'on peut la détruire. Mais attends, mais toi, tu la croirais, cette nana? Tu l'as jamais... Tu sais qu'elle a tourné le dos à la rébellion, qu'elle est la fille d'un mec que tu subodores. Justement, il la croit pas, c'est pour ça que personne n'y va. Oui, mais finalement, il y a quand même des mecs qui y vont. Tu enverrais tes meilleurs atouts. C'est pas tes meilleurs. Attends, c'est le capitaine Cassian, là, machin. Ouais, mais qui prend littéralement 10 gars max.
Ouais, mais Oui, là je suis d'accord avec Areski sur ça, on montre quand même clairement que Ouais, mais qu'ils veulent pas la suivre. les ouais, mecs, quoi. si tu veux, ce mec-là, c'est quand même soi-disant un des fleurons de la rébellion. Et alors que alors, tu sais pas, c'est des potes du capitaine. Ouais, Ça se trouve, c'était des. non, c'était mais des non, mythes. le mec là, je sais pas comment il s'appelle, justement le capitaine en question là. Ouais. C'est soi-disant un mec quand même qui est tu vois, Ouais. un gars solide dans la rébellion quoi. Et donc ce gars, tu vois, il se dit non mais quand même on va y aller parce que, enfin, Bah, je ce trouve gars que là, là c'est mal amené quoi. quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas hyper bien amené. En fait, moi c'est jusqu'à là, si tu veux, que j'ai eu du mal à accrocher quoi. À partir du moment où la mission est démarrée, bon là c'est sympa, tout s'articule bien, mais jusqu'à là, je trouve qu'on a du mal à raccrocher les wagons. C'est poussif un peu. Non, Moi, c'est ça que je. Non, mais c'est intéressant parce que en fait, moi c'est vrai que j'ai pas senti ni que ce soit poussif dans justement les dialogues par rapport à l'exposition, ni dans les explications, parce que après pour moi tout s'imbriquait plutôt normalement, parce que effectivement chaque chose avait une raison. Moi j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu de rôle Star Wars où en gros à chaque fois il y avait un truc à faire et que tu comprenais ce qu'il y avait à faire, et que du coup moi je comprenais pourquoi les personnages allaient faire telle ou telle chose quoi. Et oui, mais t'as mis le doigt dessus, c'est un scénario de jeu de rôle, c'est pas un scénario de film. Mais après encore une fois c'est un scénario linéaire, mais comme il y en a beaucoup et Ah bah oui, sûr, mais voilà. Enfin, Et tout est linéaire quand on connaît j'aimerais- le film après, quoi, mais bon. Oui, mais. j'aimerais un petit peu parler des trucs de scénario où vraiment j'en peux plus. On en avait déjà parlé, mais le Save the Cat, le fait que le personnage principal doive absolument sauver quelqu'un à un moment donné. Il y a une scène à un moment donné dans la destruction de la ville des Jedi. Comment elle s'appelle déjà Jeddah. cette ville Jeddah, voilà, c'est ça. Dans Alors la attends, destruction de parlons cette juste ville, de la destruction de la ville, parce que encore, c'est ce que je voulais dire et que j'ai pas développé en non-spoiler, mais moi c'est la première fois que l'étoile noire me fait peur. Parce que c'est la première fois, moi, que je vois des gens, je vois de la vie dans une ville, etc. Et que je suis en train de me dire, tous les gens que je viens de voir là viennent de se faire oblitérer, et voir cette espèce de scène où en fait tu vois vraiment l'impact que ça a, l'étoile noire, parce que justement C'est une implosion, ils l'ont utilisé que presque, sur en une fait. ville, Ouais. et tu vois ces espèces de tsunamis de terre en train d'arriver vers toi. C'est la première fois que je me rends compte que tu presses de la puissance de l'étoile Ouais. noire, quoi. Et je trouvais Et- que pour le coup, et je reviens à ce que je disais, qu'effectivement chaque mort quand même tu la sens plus dans ce film qu'ailleurs. Et lors de cette scène-là, à un moment donné, tiré de nulle part, il y a un plan sur une petite fille qui pleure au milieu de la rue. L'attaque avec des blasters. Oui, Ouais. d'accord, pardon, j'avais compris. D'accord, pardon. Et à ce moment-là, t'as le personnage principal qui va sauver cette petite fille et la rendre à sa mère. J'en peux plus de ça. C'est-à-dire que cette petite fille, elle a été mise dans la Ça, rue c'est vrai que- pour que le ça, c'est vrai personnage qu'en fait- principal puisse la sauver. Mais en fait, ce qui était C'est bizarre pas un dans cette personnage, scène. c'est un objet pour nous attirer la sympathie, et j'en peux plus parce que ça veut rien dire. Elle va mourir dans 2 rues, la petite fille, en plus, ça sert à rien, tu vois. De toute façon, elle est morte. L'étoile noire l'a eu, hein, cette petite fille, ça c'est sûr. Non, mais. Mais, après. Et ça, c'est le truc, c'est le dogme qui veut que qu'un personnage principal d'un film doit absolument être sympathique. Je trouve que déjà que c'est faux, et j'en ai marre qu'on ait recours à ce genre d'artifice pour essayer de nous faire ressentir de la sympathie. Et ensuite, la figure qui doit être présente littéralement 10 fois à travers tout le film, c'est un personnage qui est en danger de mort et qui est sauvé in extremis par un type qui arrive avec un blaster pour éliminer la menace. Ouais. Et il y a une scène où ils ont carrément pété les plombs. Il y a une scène où ça le fait 3 fois. La scène où il y a le moine qui vient les sauver, Ouais. il y a 3 interventions Ouais. parce que au fur et à mesure. Et quand je regardais ça, j'avais l'impression d'être dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine, quoi. C'était vraiment. Mais c'était pour dire, eux, on va les prendre dans notre équipe. Eux, ils sont trop forts. Tu Tu peux pas Non, laisser mais cette parce Jedi que- illuminée dans par les ça, autres. quoi. À un moment Star donné, Wars, et à la fin du film, du coup, quand il y a le grand méchant, la Ben Mendelsohn qui tient en joue l'héroïne, je me dis, ah ben il y a Diego Luna qui est va pas mort, venir, qui va venir la sauver. ouais. Et Diego Luna arrive avec son blaster et vient le tuer. J'étais là, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, trouvez autre chose, quoi, trouvez autre chose. Dans les autres Star Wars, ils font mention de cette ville Jeddah là. Dans les films, non, je non, crois dans les pas. films, non, c'est sûr. Parce que là, c'est pareil. Alors,
l'étoile noire, la première victime de l'étoile noire, c'est donc cette planète dans laquelle il y a Jedha. Soi-disant, et ils le disent, pour éradiquer le dernier symbole Jedi, quoi. Ouais, en fait, la planète, c'est Ouais. Jedha qui était déjà super mal en point parce que déjà, voilà. tu vois des espèces de statues d'anciens Jedi totalement brisées, etc. Et en fait, c'est Jedha City qui est en gros, j'imagine, la capitale de. Ouais. de Non, mais cette- c'est parce que je me suis posé la question de est-ce que j'avais raté un truc dans Non, les- mais je pense que dans la l'univers saga. étendu, c'est déjà, même à la base, même du temps de l'épisode 1, une planète un peu oubliée, quoi. Ouais. Genre, tu vois, c'est des vestiges de l'ancienne République, quoi. L'ancienne République. Euh, mais... merde, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi j'ai trouvé... c'est marrant, quand tu redécrivais la première scène, je trouvais qu'en fait, la première scène, elle était... elle prophétisait un peu tout le film, en fait. Et que, bizarrement, Jean, c'est sa mère, en fait. C'est sa propre mère, c'est-à-dire qu'elle doit fuir, mais en fait, elle se rend compte que ça sert à rien, et que pour que son enfant, et donc qu'il y ait quelque chose qui continue, elle doit revenir et essayer d'utiliser un blaster, tu vois. Et Ouais, je vois pas pourquoi tu dis ça, parce que en l'occurrence, ils savent très bien qu'il y a une enfant et ils vont la chercher, c'est simplement. non que la mais, gosse, bah, elle s'est non mais dans plantée, la tête de la mère, elle se dit je vais lui mettre un headshot, quoi. Sauf qu'elle se chie royalement, elle lui met un coup dans l'épaule, mais c'est comment dirais-je, prophétique de tout le reste, c'est-à-dire qu'en fait elle meurt comme elle est morte à la fin de ce film. D'ailleurs, enfin des morts dans Star Wars, quoi. Ouais, il y avait pas le choix. Mais ça leur a fait quand même un bon coup dans l'épaule, parce que Luke Skywalker va grâce à elle, tu vois, foutre en l'air l'étoile noire, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'était au final Oui. le parcours en 4 secondes de la mère de Jean, c'était De son toute parcours façon, à elle dans sa vie. J'avais entendu dire que très souvent, les premières minutes d'un film Résumer tout le film. résumaient le film et surtout la façon comment est-ce qu'il allait se terminer, quoi. Donc là, en l'occurrence, ouais, ils l'ont. Ouais. On transpose juste le tout. Et puis voilà, donc Ça aussi, simplement. c'est une technique de scénario qui est présente dans le tristement célèbre livre qu'on a déjà mentionné, Save the Ouais. Cat, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de scénario dans les films hollywoodiens aujourd'hui. Beaucoup de problèmes dans la vie de tout le monde, de toute façon. Oui, puis voilà, simplement, moi, un climax que je trouve génial. Moi, Mais alors, voir. parlons-en du climax, parce que j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Je suis désolé. Non, mais en fait, d'empiler, mais. Mais déjà, tu vois un peu les casques des rebelles, pour une fois, qui avaient une autre allure. C'était des casques de Marines du Vietnam ou de Alien 2 dans ce film. Et on a de la vraie... on a du vrai corps à corps comme on n'en a jamais eu, je crois, dans Star Wars. Ah oui, parce que tu vois le général, je crois, de la flotte rebelle qui meurt, quoi. Enfin, alors que. Ah oui, tu veux dire fin, le général, il se fait le exploser. Blue Leader, ouais, d'accord. Enfin, sur la bataille finale, ils se font des. Mais la bataille finale, entre les... Clairement, tu vois que les mecs, ils ont perdu énormément de monde pour réussir à choper Ouais, ces plans, quoi. entre Enfin, les fights c'est- d'X-Wing, Ah ouais. les fights des monts Calamari au-dessus du bouclier et les fights sur le sol, c'était Alors, quand même... voilà, parce qu'il faut juste dire, pour décrire, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le film, en fait, c'est que cette bataille, elle se passe sur 2 plans. C'est, il y a Trois, même. l'armada qui essaie d'attaquer une planète qui est entourée d'un bouclier qui est Trois plans, impénétrable. Et donc là, c'est de la bataille spatiale, comme on a pu en voir dans plusieurs Star Wars, le fameux dogfight. Et ensuite, il y a un plan qui se passe sur Terre, où le but, c'est de prendre d'assaut une tour d'archives pour essayer de trouver les fameux plans de l'étoile Enfin, noire. prendre d'assaut plus pour, on va dire, gagner du temps pendant que les gens qui sont infiltrés Voilà, prennent c'est une, Ouais. une diversion qui va permettre en fait aux 3 infiltrés de... Voilà, je voulais juste resituer Ouais, là un peu pour... Mais quoi. si t'as quelque chose à dire, Un je peu dirai comme après. dans Non, non, mais Du pour le Jedi, coup, moi j'ai justement, trouvé ça c'est- plutôt. Voilà, c'est des choses, notamment au sol, des choses qu'on n'avait jamais vues, avec des trucs comme du support aérien qu'on avait un peu entrevu du coup dans le set. Dans le Retour du Jedi, tu l'as également, hein, quand t'es à Han Solo qui. Ouais, sur Andorre, mais après il y a tellement d'arbres autour du T'as Jedi, des arbres, tu mais vois t'as également rien. Han Solo qui est, tu sais, sous cette espèce de Porsche. Moi, ça m'a rappelé cette scène en fait. Sous cette espèce de Porsche. Tu sais, en fait, il y a une En sorte train de de boire un bunker. café.
Non, il y a un bunker. Attends, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais il y a un bunker et ils sont pris d'assaut et Han Solo et Chewbacca sont sous le porche en fait et ils échangent des tirs nourris avec les assaillants. Et là, t'as une scène un peu similaire où avec justement la TAT qui arrive. Et puis t'as le chinois là qui va actionner l'espèce de levier permettant. D'accord. Tu vois, un autre de. Non, mais je fais un parallèle entre le retour du désert. Enfin, justement, un combat au sol et un combat aérien où t'as les mecs qui essaient de donner du temps aux gars au sol, etc. Enfin, c'est. Et alors, justement, dans cette scène-là, pareil, au niveau de la manière dont c'est écrit, donc, on a ces deux plans. Sur lesquels se situe la bataille et donc au sol on a nos 6 personnages et on sent qu'ils veulent donner un rôle à chacun un peu dans cette infiltration et on sent qu'ils ont beaucoup de mal parce que en fait du coup ils vont séparer les personnages en 2 groupes, un groupe qui va aller chercher les plans de l'étoile noire dans la tour d'archives et un groupe qui va rester au sol parce que il faut absolument transmettre un message à la rébellion de détruire le bouclier qui entoure la planète pour pouvoir transmettre les informations, pour pouvoir transmettre les plans de l'étoile noire à la rébellion. Le problème, c'est que évidemment, quand il y a la flotte rebelle qui arrive, la première chose qu'ils se disent, c'est si on veut aller les aider, il faut passer ce bouclier et on va le détruire. Donc finalement, ceux qui restent au sol pour essayer de transmettre l'information, ils essaient de transmettre une information absolument inutile. Moi, c'est-à-dire que quand ils arrivent finalement à transmettre l'information aux rebelles, j'imaginais l'attitude de l'amiral, tu sais, qui reçoit le message, il faut absolument détruire le bouclier. J'imagine l'amiral qui disait, et vous croyez qu'on était en train de vendre des cravates? Non, mais certes, mais en même temps, si tu veux, il faut quand même avoir déjà petit 1 l'information que les gars ils sont vivants, donc ça te donne au moins un peu plus envie de rester là, dans le coin, pour détruire le bouclier, tu vois. Et pas qu'ils puissent sortir de manière différente, parce qu'à ce moment-là, ta stratégie va être totalement différente, tu vois. Tu peux te permettre d'attirer des TIE Fighters et pas forcément de détruire le bouclier, ou etc. Ouais, mais tu dois avouer que c'est quand même très artificiel, tu vois. Pour après, j'avoue que le rôle qu'on a dû donner du coup à Riza Ahmed, surtout, genre le fait de communiquer, qu'on a besoin de communiquer, c'est vrai que c'est un peu bancal, ça. Et aussi, ils auraient pu nous faire un petit truc vraiment tactique sur fermons une porte derrière, comme ça il y aura toute une garnison de Stormtroopers qui rentrera pas dans la tour, par exemple. Ce qui aurait peut-être été un peu plus intéressant pour faire mourir les la moitié des rebelles qui étaient restés au sol, quoi. Et ensuite, l'autre problème que j'aimerais refaire un parallèle avec le dernier train pour Busan, où on voit petit à petit, tu vois, les gens crever au fur et à mesure du film, et à se demander qui va rester vivant, et est-ce que mon personnage préféré va survivre, etc., etc. Dans cette bataille, et d'ailleurs dans tout le film, pendant à peu près les 2 tiers de cette bataille, on ne voit crever que des figurants, et tous les personnages principaux meurent tous en même temps. Il n'y a pas le temps, tu vois, d'essayer de développer quelque chose, d'essayer de faire en sorte qu'on s'attache à eux. C'est que des figurants, et après que les personnages principaux qui restent. Et je trouve ça super gênant, en fait, quoi. C'est compliqué, comme tu disais, ils ont tous un petit rôle à jouer dans cet assaut. Et in fine, on sait qu'il faut qu'ils meurent tous de toute façon, puisqu'on n'en retrouve aucun d'entre eux dans... Non, mais je sais, mais ils peuvent étalonner. Ils peuvent échelonner les morts. Ils peuvent échelonner les morts. Non, en fait, c'est ça, surtout, plutôt montrer... Même dans les rôles de chacun, c'est-à-dire qu'ils meurent pile poil quand ils ont réussi à finir leur mission. Il y en a qui auraient pu échouer leur mission. En fait, ça aurait pu rajouter du suspense, quelque chose. Là, encore une fois, c'est très mécanique, comme tout le scénario de ce film. Je sens, on me pose les trucs les uns après les autres, comme ça. Non, mais ça, c'est vrai que non, mais ça peut être amélioré, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que voilà, si déjà ils nous avaient montré des morts de personnages secondaires entre les morts, les autres morts. Après, il y en a, mais c'est juste tu les vois plus au bout d'un moment, parce que après c'est ça aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où les personnages principaux commencent à mourir, j'avoue que les rebelles derrière qui tombent, tu les vois plus vraiment. T'es là, tu fais genre putain, fais chier, quoi. Ah, j'ai eu une petite émotion pour le général là, de la flotte. Ah, moi aussi j'ai fait putain. Ouais, moi, c'est marrant, mais je me suis dit putain quand même, quoi. Ouais. Blue Leader, quoi. Ouais. J'ai eu un petit truc, quoi. Il y avait 7D+2 en pilotage, le gars il est mort, quoi. Inadmissible. Non, mais après, de toute façon, tu trouveras toujours des. Mais après, je suis d'accord, d'un point de vue général, moi j'aimerais bien
que mine de rien, ces détails dont tu parles se soient traités dans des blockbusters, parce que voilà, enfin quand je dis blockbuster, il faut penser gros film avec gros climax, avec plein d'explosions, et j'aimerais bien que dans ces films-là, un jour, il y ait des trucs tellement putain de réalistes où effectivement, voilà, des gens peuvent se chier à faire des choses, que t'es obligé de repenser toute la tactique simple que tu pensais être l'intrigue de la fin, tu vois, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que... Mais ça arrive, ça arrive, c'est rare, mais oui, ça oui, arrive. Hein. Mais là, depuis pas mal de temps, effectivement, ça arrive. Après, voilà, encore une fois, c'est pas super inventif dans ce qu'on nous propose, mais... C'est efficace. Ouais, c'est efficace, ouais. En fait, c'est surtout ça. En fait, on a retrouvé une efficacité qu'on avait littéralement plus perdue dans le 7. Dans le 7 et puis franchement aussi 3, dans les autres, dans les... Quand tu regardes la prélogie, moi j'étais ado et puis j'étais fan, mais quand la tu prélogie regardes, est différente. Hein. Il joue très mal, par exemple, Aiden Christensen. Ça, il joue très mal, c'est ça, on est horrible, d'accord. Mais tu vois, le jeu d'acteur. Mais après, il essayait de faire autre chose dans Ouais, la prélogie. Il y avait quand même une tentative de faire quelque chose de différent. Non, mais il y avait de ça, différent. mais le ton faisait que c'était pas vraiment des blockbusters, c'était pas vraiment des... Au final, tu vois, t'as des climax intimistes, quoi. T'as des climax de deux gars qui se font un combat de sabre laser dans le 3, par exemple. Ce qui est génial, ce qu'on veut en tant que fan après, de ça. Nous ont fait en fait, cette prélogie nous a fait rêver et elle nous a donné à manger par rapport à ce que l'on attendait de la trilogie. Mais après, quand on regarde effectivement de façon plus... Mais je trouve que justement, c'est pas mal là de me défauts. recentrer sur une petite échelle, même si c'est un grand impact, mais de me remettre sur une petite équipe qui fait des trucs locaux, parce que là ils sont là dans une sur ça je suis d'accord avec toi que c'est une bonne idée d'essayer de recentrer ça sur un truc. Je trouve que c'est une bonne. Je trouve que c'est pas bien exécuté là. Mais par contre je pense vraiment qu'on peut en tirer quelque chose de bon de cette idée de base, quoi. Et je pense que vraiment ça ne peut que donner de meilleures idées, effectivement, en tout cas décomplexer certaines autres personnes, et je pense notamment à j'allais dire à Rian Johnson pour le 8, mais non, mais au suivant, à celui pour Han Solo. J'attends beaucoup de Rian Johnson, personnellement, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Non, mais je pense que Star Wars 8 va vraiment être bien, mais surtout pour les spin-offs. Alors c'est un peu dommage que ce soit Han Solo, pour le coup, le premier spin-off. Et parce que là, tu vois, ça me fait encore dire, bon bah, c'est dommage, parce que là, vous aviez tout fait de bien, dans le sens où c'était que des gens que je connaissais pas, et... Ok, vous avez voulu me faire du fanservice en me donnant du Peter Cushing, du Dark Vador, etc. J'aurais tendance à dire, bon, maintenant, le second spin-off, faites-en sur un truc que je ne connais pas du tout, où il n'y a aucun lien avec tous les Star Wars, tu vois. Et là, malheureusement, je sais pas qui c'est qu'ils vont prendre, mais pour faire du Han Solo, la jeunesse de Han Solo, et probablement me faire des clins d'œil avec Lando, probablement me faire... Ah oui, d'ailleurs, c'est sûr, puisque Donald Glover s'est fait... Ils vont être ensemble, là, de toute façon, ouais. Et bon, déjà, je sais qu'ils vont pas mourir à la fin du film, tu vois, c'est con, mais c'est que des petits trucs comme ça, où là, quand tu sors un spin-off comme ça, quand tu es en train de me dire, ah ben ouais, vous voyez, dans Star Wars, on peut tuer des gens... je me dis, putain, mais le prochain spin-off, je les connais pas, les persos. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir, tu vois. Peut-être que je vais être trop déçu à la fin du film de voir quelqu'un mourir. Et voilà. Non, un spin-off qui serait intéressant, c'est sur les temples Jedi. Mais oui, mais tous les spin-offs sont intéressants. Je veux dire, on est en train de parler de Star Wars, tu peux littéralement faire des polars, tu peux faire des films de contrebandiers, et tu peux faire des... Mais je rigolais à peine quand je disais une comédie romantique avec Hugh Grant sur Tatooine, hein. Il pourrait très bien faire ça, mais oui, il pourrait faire ça. Il pourrait faire un putain de film de zombies sur une planète, voilà, ils peuvent vraiment tout faire. Et bon, le souci, c'est que comme tout, et spécialement chez Disney, qui a Marvel, tu les connais maintenant, vont toujours se raccrocher à la franchise, à un truc de la franchise, à quelqu'un qu'ils ont déjà créé, etc. Espérons que le 3e spin-off sera totalement original, quoi. Moi, j'aimerais bien voir, tu vois, l'histoire de comment les Sith sont devenus Sith, tu vois, qui est un grand méchant dans l'histoire. Parce que je crois que ça c'est facilement retrouvable, mais il y a tout un truc qui a été écrit là-dessus. C'est hallucinant. Alors, je sais pas si pour le coup, ça fait partie du nouveau canon, parce que maintenant, tu sais, mais après, il suffit juste d'une idée. Le mec, il brodera, complètement, après, tu vois, ou la nana. Il y a des milliers d'idées qui sont parfaites, d'ailleurs. Je crois qu'on a tout dit.
Ouais, il me semble. Je pense que bon, ça aura donné envie aux gens de pas de d'ailleurs, le hein, voir parce ou que- pas, ouais, parce ça que c'est clairement, ça sera à voir. ce soir, tout le monde est personnellement. Ouais, c'est pour le coup c'est plutôt Très des tranché, idées. Je suis ouais. assez content qu'il y ait vraiment 3 goûts enfin différents, en tout cas le panel différent pour ce film. Merci Antoine, Merci. merci Arnaud, Et merci. et je vous dis à tous à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao. Bisous.